Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de retrouver dans l'invité du direct aujourd'hui Mourad Preur, pour redémarrer la saison d'ailleurs. Mourad Preur, expert pétrolier international, qui dirige le cabinet Énergie. Mourad Preur, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci pour vos successifs éclairages sur notre antenne, toujours aussi précieux. Je rappelle toujours que vous êtes le père du pronostic choc haussier il y a 3 ans. Pas beaucoup de gens se sont mouillés pour ce pronostic. Je vous restitue ce privilège de l'avoir fait. Et nous sommes aujourd'hui, au lendemain de la réunion OPEP. Ah non, nous sommes fair play. On connaît. On était sceptiques à l'époque. On disait, voilà, l'expert Mourad Preur est peut-être trop optimiste, etc. Et les prix du pétrole sont remontés, notamment depuis le deuxième semestre 2017. On a une progression assez appréciable. Et ce matin, $81, on va dire 48 heures après la décision de la réunion OPEP, non-OPEP d'Alger, de maintenir les plafonds de production tels quels. On va résumer les conclusions de cette réunion. Nous sommes ensemble. Nous pouvons nous permettre de recommencer à importer des kiwis et des... On en parlera. À mon avis, on en est encore un peu loin et on restera encore loin de tout cela. Alors, comment les marchés ont interprété la décision d'Alger, Mourad Preur? Non, d'abord, les marchés sont psychologiques, c'est évident. Mais ils sont moins si vous voulez, réactifs, moins psychologiques qu'on ne le pense. Les marchés étudient les tendances lourdes. Ils partent des grandes tendances. Et ils observent les jeux d'acteurs avec beaucoup d'attention. Et l'OPEC a toujours été prise dans un dilemme, défense des prix, défense des parts de marché. Si elle défend les prix, elle baisse sa production, donc elle cartélise, elle joue son rôle de cartel, elle baisse sa production. Et elle perd des parts de marché. Elle perd des parts de marché qui sont récupérées par ses concurrents. Et elle trouve ça pas amusant du tout. Si elle augmente sa production, elle défend ses parts de marché, les prix s'effondrent. Et s'ensuit crise économique, etc., chute des recettes d'exportation. Et donc ce dilemme, l'OPEC le connaît depuis sa création. Et la défense des prix, ça veut dire baisser la production, ça veut dire répartir les sacrifices au sein de l'OPEC. Ça veut dire problème de cohésion et de discipline. C'est très compliqué. Bon, l'OPEC est le premier pays membre de l'OPEC, le principal, l'Arabie Saoudite, a entraîné l'OPEC 2 fois de suite dans des guerres des prix et qui se sont soldées par des désastres. En 86 et en 2014. En 86 et en 2014. Aujourd'hui, la situation est un peu nouvelle dans le choc baissier de 2014. D'abord, le pétrole OPEC n'est pas concurrencé par un pétrole conventionnel, comme c'était le cas en 86, le pétrole de la mer du Nord, le pétrole du golfe de Guinée, le golfe du Mexique, etc. Le pétrole est concurrencé, le pétrole OPEC, par un pétrole non conventionnel, le pétrole de schiste américain. Alors même que les gisements dans le monde, le déclin est de 5 à 7% par an des réserves. Hein. Les découvertes, on consomme 6 barils et on en découvre 1. Hein. Le taux de renouvellement des réserves a baissé. Et avec 2,7 milliards de barils de découverte, on a atteint le niveau le plus bas depuis 1947, selon Wood Mackenzie. Donc les marchés prennent en compte ces aspects-là, hein, et pour eux, le consensus d'Alger de septembre 2016, c'est un consensus qui est fondé sur des bases objectives.
D'accord, ce n'est pas seulement un calcul, un consensus politique ou. Alors, les bases objectives du consensus d'Alger de 2016, on va essayer. Je vais mon autre preuve, vous poser la question de savoir si réellement il est renouvelé, mais les bases, c'est que les Saoudiens considéraient que les prix étaient montés tellement haut qu'ils ont mis en route une machine infernale qu'ils n'avaient pas vu venir, qui est celle du pétrole de schiste américain. Et ils avaient décidé de mettre le haut là et de redevenir un acteur central sur le marché. Bien, ils ont réussi à entraîner la Russie dans cet accord. C'est ça, en fait, la grande nouveauté de l'accord d'Alger de septembre 2016, à l'occasion d'une conférence mondiale sur l'énergie, qui a été ensuite actée par une réunion de l'OPEP quelques mois après à Vienne. Est-ce que le contexte, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, 2 ans après, l'Arabie Saoudite est toujours dans la mentalité de défendre ses prix et pour quelles raisons? Alors qu'on peut dire qu'ils ont été restaurés jusqu'à un certain niveau. Sachant, je finis sur ça et la question reste ouverte, sachant que le ministre donc Khaled Al-Fallah a dit que $70 était un bon prix, un prix d'équilibre. Mais 2018, c'était 70. Bon, peut-être que ça a bougé de $10 aujourd'hui, mais... Récemment, il a dit 80. Très bien. Donc, il ajuste. Il suit le marché. Oui. Alors, la question, c'est est-ce que l'Arabie Saoudite est réellement toujours sur cette démarche, sachant qu'il y a eu des injonctions très fermes de l'allié stratégique qui est Donald Trump, je ne dis pas les États-Unis, je dis Donald Trump, pour inonder le marché, pour remettre un delta supplémentaire de pétrole sur le marché, pour éviter que les prix ne continuent de monter. Alors, les experts, les analystes pétroliers, parce qu'il faut distinguer, je vois dans les journaux, les analystes boursiers, qui sont extrêmement compétents dans la prévision à court terme et dans la maîtrise des tendances de moyen et long terme. Mais lorsqu'ils font des déclarations, ce sont des signaux qu'ils envoient au marché, ce ne sont pas des analyses. Les analyses, ils les font pour leurs clients, pour leur société. Hein. Et donc, il faut pas toujours les écouter. Ils sont extrêmement compétents, indiscutablement. Mais bon, leur métier est d'envoyer des signaux au marché. Mais les analystes pétroliers, si vous voulez, regardent... D'abord, les jeux d'acteurs, les tendances lourdes et les jeux d'acteurs. Et ensuite, la réalité du court terme, c'est-à-dire les fondamentaux, offre, demande, stock, géopolitique. Et ils ajustent tout ça pour faire des anticipations. D'accord ? Donc, ce qui s'est passé avec l'Arabie Saoudite, c'était ça ma question. Oui, j'y reviens. C'était juste une petite parenthèse que tu me permets. Donc, le consensus d'Alger n'est pas survenu comme cela. Si les conditions étaient mûres, pour employer un langage marxiste, pour cette... premièrement, le marché c'était équilibré. Ce que j'avais déjà dit, il tendait vers l'équilibre. Le marché s'est équilibré. On n'est plus en 2014 où il y avait 2 millions de barils par jour qui étaient en excédent sur le marché. Hein. Donc le marché s'était équilibré. D'un autre côté, l'Arabie Saoudite supporte mal la situation de prix bas. Elle a surévalué sa capacité de résistance à une période longue de bas prix. On peut particulièrement dans une période de succession. Donc 100 milliards de dollars, elle a 600 milliards de réserves de change, mais ça ne veut rien dire. Elle a 100 milliards de dollars de déficit budgétaire. L'équilibre politique du système saoudien est fondé sur la redistribution de la rente. Le projet d'ouverture du capital de l'Aramco, qui avait été évalué excessivement à 2000 milliards de dollars, il voulait ouvrir 5% de ce capital, est compromis parce que la valeur d'une compagnie pétrolière, c'est la valeur de ses réserves. Et si le prix baisse, les réserves, la valeur des réserves baisse.
Donc tout ceci était compromis et l'Arabie Saoudite a compris qu'elle ne pouvait pas tenir avec une situation de prix bas. Alors, la Russie... ça, c'est ce qui explique le consensus d'Alger en septembre 2016. Ma question, c'est pourquoi ce consensus de 2016 est toujours opérant en 2018 ? Alors qu'on a réussi à rétablir, on va dire, un niveau de prix rémunérateur. J'ai cité le ministre de l'énergie saoudien. Non, il y a une inertie dans le monde du pétrole est soumis à la spéculation, indiscutablement, parce que les marchés financiers sont interconnectés avec les marchés pétroliers au niveau de toute la planète. Et donc, la spéculation est très forte. Mais les positions des acteurs sont plus complexes à comprendre. C'est-à-dire que le marché s'est équilibré. Des acteurs comme l'Arabie Saoudite et la Russie, il y a véritablement un axe qui s'est construit autour du consensus d'Alger, entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Et en fait, on est dans un nouveau paradigme pétrolier parce qu'il y a un troisième terme de cet axe, c'est la Chine. La Chine qui importe 14% de sa consommation alors qu'elle n'en produit, de la consommation mondiale, alors qu'elle ne produit que 4,3% du pétrole qui est produit dans le monde. Et la Chine qui part de très bas en matière de consommation pétrolière. Notamment dans le transport. Notamment dans le transport, c'est 90% le transport. 27 Chinois sur 1000 ont une automobile, contre 721 Américains sur 1000, et contre 500 Européens sur 1000. Et 12 Indiens sur 1000 ont une automobile. C'est-à-dire que le centre de gravité de l'industrie pétrolière s'est déplacé vers l'Asie, et la Chine, qui a des ambitions avec de trouver sa place en tant que leader mondial, leader global, en tant que puissance globale, pour elle, les approvisionnements pétroliers sont absolument essentiels. Alors, on va développer cette idée sur... Je termine, Bark, en disant, premièrement, la face cachée de la crise pétrolière, c'est une lutte de leadership autour du contrôle des grandes zones de production. La deuxième face cachée, c'est l'autonomisation de la Chine par rapport à la zone dollar. Et imposer le yuan comme monnaie du pétrole et Shanghai comme une place pétrolière qui concurrencerait New York et Londres. Et donc on a cette espèce de triangle entre la Russie qui n'a pas réussi à diversifier son économie, qui est une puissance militaire, mais pas encore une puissance économique. Son PIB, c'est le 10e du PIB chinois. Et il y a une articulation sur le plan géopolitique entre la Russie et la Chine, parce qu'il y a une convergence d'intérêts. D'un autre côté, l'Arabie Saoudite, qui est le principal pays producteur. Et si vous voulez, l'Arabie Saoudite et la Russie sont d'accord au moins sur 3 points. Le premier point, c'est que le marché doit être équilibré et la demande satisfaite pour qu'il n'y ait pas de crise. C'est ce qui a été dit encore à Alger hier, avant-hier. Deuxième point, les sacrifices pour maintenir les prix à un niveau raisonnable doivent être partagés entre producteurs et consommateurs. Deuxième point. Troisième point, autant la Russie que l'Arabie Saoudite, pays à réserve longue. Là, on n'est pas dans le même cas, on est un pays à réserve courte. Ils se préoccupent du long terme. Et donc, ils ne veulent pas que les prix soient trop hauts pour détruire de la demande. Alors, c'est ce qui m'amène à la question de savoir quel est le point de bascule à partir duquel on ouvre une séquence de remettre en selle, la séquence on remet en selle le pétrole concurrentiel dans l'OPEC, notamment évidemment le pétrole non conventionnel. Au moment de l'accord d'Alger, il y a 2 ans, on disait, au-delà de $50, il y a des forages qui vont redémarrer dans le Texas et dans plein de régions des États-Unis pour nous remettre des quantités additionnelles de pétrole non conventionnel. Voilà, on est arrivé à $70 au début de l'année 2018 et puis cette production américaine ne s'est pas entièrement remise en selle. On a le sentiment qu'il y a peut-être 30% des gisements des forages qui ont redémarré pour ceux qui s'étaient arrêtés, mais on n'est plus au niveau de 2013-2014.
Alors, est-ce qu'on a une idée, alors je fais appel à l'expert, est-ce qu'on a une idée du point à partir duquel vraiment on remettrait en selle les excédents américains sur le marché? Le point de prix, je parle de point de prix. Parce qu'on a l'impression qu'il glisse ce point. On a dit $50, et puis bon, il y a cette déclaration saoudienne, par 70. Vous me dites ce matin que ça devient 80. Et donc tout le monde s'accommode finalement un peu avec des prix plutôt élevés. Alors, je suis content de t'entendre poser cette question, parce que je me disais, pourquoi les journalistes n'ont pas noté que les pétroles de schiste américains ont perdu de leur flexibilité? Je n'ai lu ça nulle part. Alors que les pétroles de schiste américains avaient confisqué en 2014 à l'OPEC son rôle de swing producer. Et donc, ils ouvrent leurs puits quand les prix montent, ils les ferment quand les prix baissent. Et là, on observe que la flexibilité des huiles de schiste américains, malgré les injonctions du président Trump, aurait pu commencer par les huiles de schiste américains. Oui. Oui. Les huiles de schiste américaines n'arrivent pas à jouer ce rôle de swing producer. Ça, c'est une réalité. Première réalité, j'ai dit le marché c'est équilibré. Deuxième réalité, j'ai dit il y a ce nouveau paradigme, ce triangle. Troisième réalité, c'est que les huiles de schiste américains n'arrivent plus à jouer le rôle de swing producer. Pourquoi ? Parce que, vous savez, tu sais très bien, dans l'athlétisme, aujourd'hui, je ne sais pas, les 100 mètres, le sprint, ça doit être combien ? 9,59. 9,59, on ne risque pas d'arriver à 4 secondes. Non. Je ne vois pas... Maintenant, les gains de record, c'est... Il faut un être bionique, on va y arriver. Peut-être, bionique, mais, bon, oui, mais si vous, bon, il y a un niveau que tu ne peux plus... Finalement. Oui, bien sûr. C'est pour dire que les gains de coûts de production... ne sont pas dans le extensibles à Dakota l'infini. du Sud, ils sont entre 20 et 25 dollars. La moyenne, elle tourne autour de 40 dollars le baril, 45 dollars le baril. Les gains de coûts de production ont été opérés par le progrès technique et par la pression sur les sociétés de services. Donc il y a eu une évolution darwinienne, il y a eu des morts, des disparitions de sociétés en cascade. Et les gains, ils ont été de 35%. Et on considère que seulement 33% de ces gains de coûts de production sont irréversibles. C'est-à-dire que les coûts vont augmenter. Deuxièmement, les États-Unis, c'est 48 milliards de barils de réserves. C'est-à-dire le niveau des réserves libyennes. Les réserves mondiales sont de 1700 milliards de barils. Et il faut quand même ramener les choses. On n'imagine pas la Libye devenir le swing producer de la planète. De la planète, c'est pas possible. Moi, dans mes présentations, en général, tout ce que je présente, c'est des graphiques qui sont de moi, sauf celui qui est un graphique fait par l'Energy Information Administration américaine, un graphique officiel américain, où on montre la production des huiles de schiste américains qui décline à partir de 2019. Selon... Maintenant, le progrès technique va tenter de repousser ce déclin 2020-2021, mais ces 48 milliards, quand on me parle du pétrole canadien qui viendrait au secours, on oublie que c'est un pétrole qui est produit avec des poquelins, c'est des schistes bitumineux. Donc, oui. Alors, est-ce que finalement, puisqu'on va finir cette séquence donc sur la conjoncture et sur ce qui s'est passé à Alger il y a 48 heures, est-ce que finalement l'Arabie Saoudite, on dit quand elle choisit de faire la guerre des prix, ça débouche sur des catastrophes. Est-ce que c'est réellement une catastrophe d'avoir perdu des revenus entre 2014 et 2018 si le résultat c'est de précipiter la sortie du marché des pétroles de schiste américains? Après tout, la grosse victime c'est quand même le gros concurrent. En théorie, on dit qu'une guerre des prix ne fonctionne, ne réussit que si on arrive à sortir
le producteur est marginal. Il faut qu'au coût marginal, il n'arrive pas, en payant ses frais financiers, ses amortissements, etc., il n'arrive plus à descendre, sinon il résiste toujours, parce qu'il a une plateforme pétrolière, il doit rembourser, il a des frais financiers, il a. En théorie, c'est ça. Seulement les huiles de schiste américains, d'abord les capex sont faibles et les opex sont, les investissements sont faibles et les coûts opératoires sont élevés. Ils ne fonctionnent pas comme les conventionnels. Le problème, c'est qu'ils atteignent leurs limites naturelles. On aurait pu faire l'économie de cette guerre des prix. Dans tous les cas, il serait... C'est-à-dire que on était dans une situation... Il faut se rappeler, en 2014, l'OPEC produisait plus que 1,5 million de barils par jour au-dessus de son plafond. Il y avait la crise de 2008 qui avait fait chuter la demande. Et donc la demande avait baissé, il y avait des surcapacités, et les schistes américains sont venus, ils ont aggravé la situation. D'accord ? Donc c'était une situation particulière. Aujourd'hui, la croissance mondiale, 3,6%, ça reprend, mais la croissance avant la crise de 2008, elle était de 5%. L'économie mondiale est encore convalescente. Oui. Les années avant la crise de 2008, c'était 5% avec un prix du pétrole élevé. Absolument. Et aujourd'hui, la demande mondiale, elle a augmenté de 1,65 million de barils par jour. Elle va augmenter en 2018. Elle va augmenter de 1,45 en 2019. Et je diverge avec l'OPEC. J'ai vu hier leurs prévisions. Moi, je pense qu'elle va augmenter à un rythme entre 1,3 et 1,4 million de barils par jour. Sur quelle période ? Sur les 10 prochaines années. Les 10 prochaines Alors, années. On va revenir sur ce débat qui est essentiel, mais on va ouvrir une séquence Algérie quand même. Tout ça s'est passé à Alger. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le prix de $80 auquel est parvenu aujourd'hui le baril, notamment pour sa version Brent, qui concerne le référencement algérien, est-ce qu'on peut faire une projection pour penser que, par rapport au calcul du budget algérien, par rapport au calcul des dépenses publiques, de l'équilibre budgétaire, je rappelle qu'en 2018, on a fait une 5e année consécutive de déficit budgétaire, ce qui n'est pas agréable à gérer. Est-ce que vous direz que le plus gros du trend haussier est derrière nous ? Non, d'abord, c'est une bonne nouvelle pour l'Algérie, premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas eu connaissance de statistiques algériennes sur le break-even point, le point d'équilibre du budget algérien, mais j'ai vu des statistiques internationales où il se situerait entre 100 et $110 le baril. Donc, sous toute réserve... À ce niveau de dépenses. Toute chose égale par ailleurs, donc il se situerait à ce niveau-là, le break-even point, le point d'équilibre. Je pense que l'Algérie va respirer un peu, mais je pense qu'il serait excessivement dangereux qu'elle ne tire pas les leçons de ce choc baissier qui a réellement ébranlé l'économie algérienne, qui a révélé les vulnérabilités de l'économie algérienne. Enfin, on les connaissait. Non, mais qui les a révélées de manière criante. Enfin, qui les a... Révéler n'est peut-être pas le bon mot, mais bon. Nebni disait déjà dès 2012 qu'il y avait une crise par les volumes. D'ailleurs, le break point dont on parle, c'est à volume. Il faut le corriger par les volumes, parce que dans une politique de maîtrise des...
en supposant que Sonatrach joue son rôle de manière disciplinée dans la limitation de la production dans le cadre de l'accord d'OPEP, ce qui n'est pas toujours évident, on n'a pas des quantités, les quantités baissent, tendanciellement baissent. Parce qu'on a désinvesti dans l'amont pendant 15 ans. Voilà. Il y a on a touché à la législation pétrolière. On avait la loi de 86, la 86-14, qui marchait très bien. Qui est une loi magnifique. Je discute avec les compagnies pétrolières. Rien ne manquait à cette loi. Le contrat de partage production est connu par les juristes de toutes les compagnies. Si tu bouges une virgule dans le contrat, ils te repèrent. Donc, et les pétroliers, d'abord on a un domaine minier prospectif, on avait une législation qui était stable, qui a duré pendant 20 ans. Maintenant, en une année, on a changé 2 fois de législation. 2005-2006. Et ensuite, en 2013, on a changé à nouveau. Et ça, les compagnies ne le supportent pas. Ne le supportent pas. Ça, c'est une chose que les compagnies ne supportent pas. Oui. Mais c'est pour ça que j'appelle au retour vers la loi de 86-14. On parle d'un projet, d'ailleurs, c'est pas le ministre qui l'a annoncé, mais c'est le PDG de Sonatrach qui l'a annoncé. Je ne connais pas du tout les détails de la loi qui est en train de se préparer. Mais moi, je donne mon avis d'expert. Je dis la 86-14, et je l'avais dit d'abord. Elle est toujours opératoire aujourd'hui, elle est toujours attractive dans le monde qui a bougé. Elle est attractive. Le contrat de partage production, il est simple. Ça prendrait du temps si je le détaillais, mais en tout cas, il garantit la souveraineté d'abord. C'est-à-dire que la part du partenaire étranger est comptabilisée comme une dette de Sonatrach. C'est-à-dire qu'il ne prend possession des hydrocarbures qui lui reviennent qu'au point de comptage, après que la douane algérienne, au point de comptage à la frontière, après que la douane algérienne ait mis son tampon. Il n'est pas propriétaire en tête de puits, et encore moins des ressources qu'il y a dans le sous-sol. Bien sûr. Il détient une dette qui varie en fonction du prix du pétrole au jour le jour. Mais sur le plan de la souveraineté, elle ne pose aucun. Elle est excellente. Et pour les compagnies pétrolières... Enfin, on va être complet sur le sujet. Cette stabilité de 20 ans a été donc déstabilisée, modifiée par Cheikh Ebrahim, qui pensait qu'il fallait donner plus d'attractivité avec les concessions, qui donnait, c'était ça, qui est passé un système de concessions pour donner plus entre guillemets, de garanties aux partenaires étrangers, à un moment d'ailleurs où les prix du pétrole étaient en train de se redresser et où on n'était pas dans un contexte où on avait besoin de faire ce genre de... de cadeau. Ça, c'est moi qui le dis. C'est l'histoire. Oui. C'est que Cheikh Ebrahim qui s'est battu pour faire passer cette loi. Il a réussi à convaincre Bouteflika de la faire passer. Et puis en 2006, Bouteflika là est revenu dessus. Il a retiré. Et voilà. Donc, en partie. J'ai dit ça surtout parce que le trou d'air que connaît notre production, je le dis dans des congrès internationaux. Attention, je dis l'Algérie a un potentiel. Le potentiel est réel. Ne serait-ce qu'en récupération sur des grands gisements. En amélioration du taux de récupération. En augmentant le taux de récupération. Hassim Saoud, quand on l'a découvert, il contenait 50 milliards de barils de réserve. On a consommé 15% de Hassim Saoud, un taux de récupération de 26-27%. C'est-à-dire si tu augmentes le taux de récupération de Messaoud, tu as 40 ans de pétrole. Il n'y a pas le feu. Oui. Le problème, c'est que l'industrie pétrolière a besoin de visibilité. Elle n'aime pas le changement. Le changement rapide... Là, quand même, ça fait... on a eu 4 appels d'offres de l'agence de régulation qui ont échoué. On n'a plus d'appels d'offres là depuis 4-5 ans. L'attractivité est vraiment à plat de l'amont pétrolier algérien. C'est un désastre. On peut pas appeler à la stabilité entre guillemets sur le mode du 5e mandat pour ce qui est de la prospection pétrolière. Là, par contre, on a besoin de faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Plus personne ne vient investir dans l'amont pétrolier algérien. C'est terrible. Mais moi, tu sais, moi, mon opinion aussi. Je suis toujours un peu choqué que les Algériens considèrent l'Algérie que comme une source d'hydrocarbures.
L'Algérie est un acteur pétrolier. Il faut opérer un renversement de perspective stratégique. Il faut se considérer comme un acteur énergétique, un acteur pétrolier et aujourd'hui un acteur énergétique, un acteur de la transition énergétique. Il ne faut pas se suffire à sa position d'exportateur et d'aller à l'OPEP défendre les prix. Je pense que le grand acquis de l'histoire militante des pays producteurs, c'est les compagnies nationales, c'est Sonatrach pour ce qui nous concerne. Ce n'est même pas les nationalisations. Les nationalisations sont un moyen, ce n'était pas une fin. C'est les compagnies nationales et les grands pays producteurs, les pays producteurs les plus conscients, qu'ils soient grands ou petits, la Malaisie, la Chine, avec CNPC, Sinopec et CNOC. Le président Deng Xiaoping a transformé le ministère de la pétrochimie en 2 compagnies pétrolières. Il a créé la Sinopec et ils les ont intégrés dans leur chaîne diplomatique pour avoir une force de frappe. Alors faire de l'Algérie un acteur et pas seulement un pays bien construit. Il faut qu'on soit un acteur. L'acteur, c'est Sonatrach. Bien. Alors je pose une question. Pour rester sur le sujet de l'attractivité, est-ce que ce qu'a commencé à faire un peu Oueltrado, le président actuel de Sonatrach, est-ce qu'il faut commencer à contourner, en attendant la nouvelle loi, le mécanisme habituel des appels d'offres pour faire que Sonatrach aille discuter en B2B sur certains gisements pour gagner du temps et en fait bypasser la NAF parce que ça a commencé à se faire, il y a eu des rappels à l'ordre, etc. Mais on a le sentiment que les meilleurs contrats ont été signés. Je pense à Hassim Saoud, je pense à Ain Saleh avec BP en décembre 2005. Le plus grand accord signé sur la décennie 90, il n'y avait pas le régulateur, il n'y avait pas. Est-ce qu'il ne faut pas revenir un peu à cela? Hassan El-Badri, l'ancien secrétaire général de l'OPEC, disait on ne choisit pas sa femme par appel d'offres. Et dans le pétrole, c'est un peu ça. Dans le pétrole, c'est un métier qui est très complexe. Choisir un partenaire, c'est très complexe. C'est des négociations, c'est des travaux d'approche, c'est un lobbying, il y a une diplomatie économique qui vient derrière, parce que derrière une compagnie pétrolière, il y a les diplomates de son pays, il y a tout un travail de préparation. L'appel d'offres n'est pas la forme la plus... il faut être offensif. Et puis il faut ouvrir, il faut raisonner en termes de partenariat. Il faut définir des règles quand même, un petit peu. L'appel d'offres permet de mettre en place un minimum de règles pour réguler la concurrence. Ça ne veut rien dire. L'appel d'offres, dans toutes même dans les projets, les soumissionnaires se réunissent dans un bon restaurant à Paris ou à Londres. Ils disent moi je prends. Ou à Milan pour faire un clin d'œil à Farid Djaoui qui vient d'être condamné par la justice milanaise. Oui, 197 millions de dollars pour avoir fait gagner 8 milliards d'euros à Saipem. Non mais je te dis, c'est comme ça. Et c'est parti d'un appel d'offres. C'est vrai qu'au départ c'était un appel d'offres. Non mais je suis pétrolier, je connais le métier, je fais partie de think tanks internationaux. Les soumissionnaires se réunissent, ils disent là tu es le moins de 10 ans au Koweït, moi je suis le moins de 10 ans dans tel pays, toi tu es le moins de 10 ans, et puis ils présentent des offres et c'est comme ça. Mais une négociation directe et tu responsabilises la Sonatrach dans la réussite de la négociation. C'est ça lorsqu'on a négocié avec BP Ain Saleh à l'époque, dans les années 90, lorsqu'on a négocié Roud El Bagel, lorsqu'on a négocié Berkin, etc., le PDG de Sonatrach qui était responsable. Monsieur Nazim Zourouch, que l'on salue ce matin. Bouhafs, dans un autre moment. Absolument. Hein? Donc il y a une qualité éthique et une compétence requise à ce niveau-là. Non, mais il y a une responsabilité, c'est-à-dire sur le plan de la gouvernance, il y a une responsabilité du PDG et il se débrouille. C'est une société d'État, c'est l'État qui détient 100% du capital, c'est l'État qui détient les ressources. Allah Ibarak, le responsable de la compagnie pétrolière doit pouvoir prendre ses responsabilités. Est-ce que c'est pas ça qu'on devrait... J'ai une question, j'ai pas de religion là-dessus, je questionne l'expert. Le président Oueltrado est revenu un peu à cette stratégie. Je faisais allusion à l'amont, mais on peut parler d'aval aussi. Avec l'acquisition spectaculaire à Augusta en Sicile d'une raffinerie détenue précédemment par Exxon,
C'est pas encore complètement le closing n'est pas complètement terminé. Mais est-ce que cette marge de manœuvre devrait fonctionner aussi sur l'amont? Un président de compagnie pétrolière doit avoir les mains libres dans le cadre avec les organes sociaux. L'État contrôle, l'État peut tout. Doula. Mais pour dire, par exemple, le raffinage, c'est pour satisfaire le marché national, oui. On dépensait 3 milliards de dollars pour importer des carburants. Enfin, il faut faire la différence. Hein. Enfin, on déposait je ne peux pas laisser passer ça comme ça. Hein. On dépensait les coûts de raffinage. Parce que enfin, la matière brute, c'est quand même la matière brute qu'on aurait transformée en Algérie. Donc, il faut défalquer du prix de... Ça ne fait pas 3 milliards de dinars. Ça, c'est la communication de M. Oultreldour qui nous a vendu ce chiffre pour nous dire que c'est une très belle opération. Mais en réalité, ce qu'il faut calculer... Ce qu'il faut calculer, c'est les coûts de raffinage. C'est ça, c'est la facture du raffinage. Et du transport. Mais le débat, je ne le porte pas. Oui, mais je veux pas laisser passer ça. C'est pas 3 milliards d'économies. Et YCD ont dépensé 500 millions de dollars. Il faut n'était pas ça. Je sais, mais je voulais dire parce qu'on m'a fait le reproche. YCD ont dépensé 100 millions des cadres du secteur de l'énergie m'ont fait le reproche d'avoir trop laissé dire sur Maghreb émergent et à cette antenne que ça faisait l'économie de 3 milliards de dollars. Ça ne fait pas l'économie de 3 milliards de dollars. YCD ont dépensé 100 ou 50 millions de dollars. C'est pas ça. Moi, mon problème n'était pas là. Je sais, mais je sais. Non, mon problème, c'est que l'intégration vers l'aval, disposer de capacités de raffinage. Aujourd'hui, il y a une crise du raffinage en Europe. À mon avis, il faut faire son marché. C'est le moment. Et les compagnies pétrolières, elles acquièrent des capacités de raffinage. C'est pas pour satisfaire, c'est pour optimiser toute la chaîne, amont aval, c'est certain. Mais c'est la raison fondamentale, c'est que le raffinage et l'exploration-production sont des activités contracycliques qui fonctionnent selon des cycles différents. Lorsque le prix du pétrole monte, le prix, les marges du raffinage baissent parce que le prix à la pompe n'est pas élastique. D'accord ? Le prix à la pompe, c'est le prix à la pompe, quel que soit le pays. Plus les pays occidentaux. Enfin, il est un peu élastique, mais pas autant que le prix du brut. L'élasticité à court terme est nettement plus réduite. Les gens ne vont pas prendre leur vélo parce que le prix du pétrole a augmenté. Ils continueront et ils le paieront un peu plus cher. D'accord ? Donc, les compagnies pétrolières, lorsque le prix baisse, les marges de raffinage augmentent. Donc, il y a une anticorrélation des profits. Et c'est pour ça que les compagnies pétrolières cherchent à s'intégrer vers l'aval. Il y a une intégration verticale à disposer de capacités de raffinage. C'est pour se couvrir contre le risque prix. Et c'est le meilleur moyen de se couvrir contre le risque prix. C'est-à-dire, quand le prix baisse, au moins, tu as les marges de raffinage qui fonctionnent. Sonatrach n'a pas vraiment réussi à l'expliquer comme ça. Et bon, moi je te donne un avis d'expert que j'argumente. Et pourquoi un acteur comme Exxon se désengage de cet aval-là? Parce qu'il a une autre stratégie? Il a une stratégie globale, Exxon, au niveau mondial. Maintenant, on n'a pas le temps de parler de stratégie d'Exxon parce qu'à mon avis, c'est une stratégie de post-carbone qui va nous emmener dans un autre débat. Mais bon, très bon mot, si tu le permets. Ça me permet d'enclencher sur la transition énergétique. Les compagnies pétrolières sont en train de se transformer en compagnies énergétiques. Elles fournissent au client final, elles s'intègrent from well to wheel, du puits à la roue, comme on dit, et fournissent au client final indifféremment des kilowattheures, des litres d'essence, des mètres cubes de gaz, etc. Parce que le gaz représente maintenant 50% de leur portefeuille réserve. Et le gaz est tiré par la génération électrique. Elles se sont retrouvées sur la génération électrique. Et elles vont être concurrencées sur leur marché final par l'électricité, par la mobilité électrique et hybride. Et donc, elles se placent donc, elles font des arbitrages de portefeuille qui font d'elles des compagnies énergétiques. Et il faut que nous... j'avais dit tout à l'heure que la puissance des pays producteurs ne dépend plus
de leur niveau de réserve ou de production, mais de la puissance de leur compagnie nationale. Il faut que on place Sonatrach dans une perspective d'abord internationale, qu'ils détiennent des réserves en international, mais dans une perspective de compagnie énergétique qui soit le moteur de la transition énergétique. Et qui peut aller jusqu'à la génération électrique. Et qui doit aller. Tu es contesté sur ton marché européen gazier par le Qatar, par les États-Unis, par l'Est méditerranéen. Tu percutes le marché gazier européen en atteignant dans des alliances stratégiques, notamment en ouvrant des gisements, en contrepartie. قال اديني le marché gazier, le client final européen, en contrepartie, on parlait tout à l'heure des appels d'offres sur les réserves, etc., qui sont une chose, c'est pas... Et atteindre le client final et prélever les marges aval qui sont rémunératrices et équilibrer le risque entre l'amont et l'aval. Parce que c'est toute la problématique des compagnies, c'est se couvrir contre les risques pris. Professeur Pro, on va terminer cet entretien par là, on l'a commencé, parce que c'est ce qui intéresse souvent le plus les auditeurs, c'est un peu jouer à Madame Soleil sur les prix. On a évoqué des tendances qui peuvent être contradictoires, on a évoqué une tendance de baisse tendancielle historique des réserves, qui ne sont pas renouvelées, ça on l'a compris, donc dans le long terme, le pétrole va devenir rare. Nous sommes d'accord là-dessus. Oui. Bien. On a une tendance sur le marché de court terme. La rareté, ça tire vers le haut. Hein, on est d'accord, ça tire le prix vers le haut. Dans le court terme, on a cette tendance à électrifier le transport, notamment pour les véhicules, qui est en train de se mettre en place. Tout le monde n'est pas d'accord sur la vitesse, la capacité, etc. Mais ça vient gêner un petit peu une partie des débouchés du pétrole. Alors dans tout ça, de 2020, 2021, 2022, stabilisation des poursuites de l'équilibre, est-ce que c'est le facteur rareté qui va plutôt tirer vers le haut les prix, ou est-ce que c'est le facteur transition énergétique qui va plutôt tirer vers le bas les prix? Anna, tout à l'heure, j'ai tiré sur les analystes boursiers que nos journalistes souvent prennent pour des analystes. Alors que ce sont des signaux au marché, on l'a bien compris. Il y a une euphorie de l'abondance qui est entretenue par ces analystes. D'accord. Mais en fait, il n'y a pas d'abondance. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous sommes dans le peak oil, qui prend la forme d'un plateau ondulé. Chaque fois, le progrès technique arrive à corriger. Mais sur les 2700 milliards de barils qui ont été formés pendant des centaines de millions d'années, on a consommé la moitié, la première moitié, la plus facile à produire, la moins coûteuse. Est-ce qu'on peut envisager, j'ouvre une parenthèse pour saluer Mohamed Rouelmi, ancien ambassadeur d'Algérie à Rabat et à Paris, qui est un diplomate de haute facture, avec lequel je m'entretiens de temps en temps, et qui diverge avec moi sur le niveau des réserves réelles. Et lui, il dit, il ne peut pas parler à l'antenne malheureusement parce qu'il a des problèmes de santé, il dit il y a un vrai risque sur les réserves saoudiennes. Sur les réserves saoudiennes, il y a un vrai poker monteur. Ça, c'est le grand... J'ai un graphique que je te montrerai un jour. Mais les réserves ont été augmentées administrativement. Saoudiennes, irakiennes, etc., pour une affaire de quotas, ils ont été augmentés à la louche de 50%. Alors les 263 milliards de barils de réserve, le gisement de Gawar, le grand gisement, il roule depuis 1946. Ouais. Donc on peut 10 ans avant Hassim Saoud. Et il y avait Saad El-Husseini, qui est ancien vice-président de l'Aramco, qui a dit que 54% des réserves de l'OPEC sont fausses, sont surévaluées. Donc la rareté, c'est un vrai risque. Maintenant, l'Irak, ses réserves sont sous-évaluées pour des raisons que l'on connaît, l'exploration, etc. Mais qui a cessé. Mais ce qui est certain, c'est que l'industrie pétrolière a perdu 1000 milliards de dollars depuis 2014. Et ça s'en ressentira. Et tu avais contesté, mais c'est de bonne guerre, ce que j'avais dit à l'époque. Quelques jours après, je t'avais envoyé une semaine où là, il y avait Fatih Birol, le directeur général de l'AIE,
qui avait fait une déclaration et j'avais voulu te taquiner et je te l'ai envoyé. Il disait attention, on va vers la catastrophe. La demande. Parce que c'est la demande à cause du désinvestissement. La demande de l'OCDE était de 50 millions de barils par jour en 2010, elle est de 45 millions de barils par jour en 2017. La demande de l'OCDE, elle est tendanciellement en baisse. Il faut voir, la ville de Paris n'acceptera plus de voitures diesel, ou il faudra que des électriques, je sais pas, à Berlin ou... mais la réalité, c'est que les émergents, c'est 80% de la croissance de la demande. Et c'est eux qui vont tirer les prix dans les prochaines années. Et donc, le centre de gravité a basculé vers l'Est et nous allons vers un choc haussier, moi je le dis. Maintenant, une poursuite du choc aussi. Oui, non, mais selon un trend peut-être plus. Les prix pétroliers sont orientés dans une tendance de long terme à la hausse. Je pense que le niveau de $100 en dollars 2018, il est structurel. D'accord. Dès 2018. Non, en dollars 2018. Oui, en dollars 2018. Parce le temps. Maintenant, cette tendance de long terme, elle est contrariée par des tendances et des facteurs de court terme. Il y a un conflit de tendances qui fait que le marché est volatile. La crise économique fait chuter, contrarie la tendance. Il faut comprendre les tendances de long terme et les tendances de court terme et les conflits de tendances qui provoquent... parce qu'il ne faut pas avoir une vision statique. Mais pour conclure, il nous manque toujours $20 au baril pour équilibrer le budget de l'Algérie. Oui, mais bon, il nous manque toujours $20 au baril. Oui, il manque 20. Bon, selon les statistiques internationales, j'ai pas vu de statistiques ici, mais bon, 2019, je pense que les prix vont rester dans un sentier autour des 70-80. Il peut y avoir des mauvaises surprises si la guerre économique entre la Chine, parce que le président Trump envoie des signaux contradictoires au marché. En même temps, il pénalise l'Iran, il tire sur l'Iran. En même temps, il tire sur la Chine. Ça veut dire qu'il risque de ralentir la croissance chinoise. Sur l'Union européenne, qui est son allié. Sur le Canada même, qui est son très proche allié. Donc, on risque d'avoir... Parce que la crise de 2008, je pense qu'on n'en est pas encore sorti. On est dans un cycle de Kondratiev, 87, 97, 2008 et 2007. Et j'ai lu ton excellent article sur les cycles lents. Et on risque d'avoir un raccourcissement des cycles de Kondratiev. Et on peut avoir des mauvaises surprises du côté de la demande. On peut avoir des bonnes surprises du côté de la géopolitique, parce que le Moyen-Orient est une poudrière. Hein. Attendez, professeur. Les bonnes surprises du côté de la géopolitique, c'est une guerre, parce que les guerres, ça fait monter les prix. Alors, non, on ne le souhaite pas. Non, ça, c'est pas une bonne surprise. On ne le souhaite pas. On souhaite la paix dans le monde. Moi, c'est le pétrolier. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup de nous avoir éclairé ce matin. Merci pour ton invitation. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.